faire effectivement ce panorama sur les enjeux matière et énergie. J'ai rajouté dans un monde en transition. Alors, il y a plusieurs transitions auxquelles on peut penser, évidemment, il y en a au moins trois. Une transition ou une évolution démographique. On était 3 milliards d'humains sur la Terre dans les années 60, on est 8 milliards actuellement. On sera probablement, possiblement 11 milliards à la fin du siècle, selon les scénarios médians des Nations Unies. Des transitions économiques, avec une émergence économique très rapide, voire fulgurante de pays extrêmement développés. La Chine depuis les années 90, fin des années 90. L'Inde, une partie de l'Asie-Pacifique, demain, après-demain probablement l'Afrique. Et puis également des évolutions technologiques, la transition énergétique, je pense, en fait partie. Transition qui nous demande de transformer toute une infrastructure basée encore actuellement sur les combustibles fossiles en une infrastructure plus vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça va demander beaucoup de matières premières, pas seulement. Ça va demander aussi de l'énergie, notamment parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer ces matières premières. Et c'est, je pense, là où se situe le nexus matière et énergie, avec des relations à double sens. Il y a une autre transition également qui me semble importante quand on parle de matières premières et d'énergie, c'est la transition numérique d'une manière générale. Augmentation notamment de toutes les technologies connectées qui ouvrent la porte vers des nouvelles technologies qu'on a du mal à prévoir actuellement. Alors cette relation entre énergie et matières premières, qui je répète est à double sens, fait écho, cette thématique fait écho à une hausse des prix assez récente qu'on a vue après l'épisode Covid, et qui a été d'abord interprété comme une reprise économique un peu vigoureuse après cet épisode Covid, renforcé bien sûr par le conflit en Ukraine. Cela dit, si on regarde les évolutions historiques sur le long terme, on s'aperçoit que ces évolutions de prix en monnaie constante existent depuis longtemps pour l'énergie, entre 1 et 2% par an, et pour les métaux également, avec une grosse période d'accélération à la fois de l'augmentation de prix, mais également de la volatilité du prix des matières premières, depuis, on va dire, le début des années 2000, date à laquelle la Chine tire vraiment la demande vers le haut. Alors, cette évolution, ou ce signal prix sur le long terme, nous amène à penser que derrière, évidemment, une situation conjoncturelle, on peut imaginer quand même une difficulté plus systématique d'approvisionnement en matières premières, et c'est ce genre de choses qui, moi, personnellement, m'intéresse. Donc la vision que je vais vous donner, c'est une vision très personnelle, c'est une vision de chercheur qui fait du modèle dynamique, on aura l'occasion d'en parler plus tard si vous le souhaitez. Alors, les matières premières, il y a plein de dénominations, on parle de matières premières critiques, rares, stratégiques, moi, je fais une dichotomie entre, je différencie deux types de matières premières, pour faire simple. Celles que j'appelle des matières premières structurelles. Donc là-dedans, on a, c'est toutes les matières premières qui sont fabriquées à plus de, on va dire, 1 million de tonnes par an au niveau mondial. Et c'est des matières premières qui sont utilisées particulièrement pour bâtir l'infrastructure de base, donc dans les pays en voie de développement, qui bâtissent cette infrastructure de transport résidentiel, de la machinerie lourde, etc. Donc ces matières premières, c'est évidemment les métaux de base, l'acier et ses alliages, l'aluminium, le cuivre, etc., mais également le ciment, les granulats. La Chine actuellement consomme encore environ la moitié de l'acier produit mondialement. Les augmentations, ici la courbe en rouge montre l'évolution depuis les années 40 de la consommation d'acier. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une augmentation qui continue. Vous voyez que pendant les 30 glorieuses, durant la construction, ou la reconstruction après-guerre, on a une augmentation à peu près de 5% par an, qui est tirée par les pays actuellement développés.
Durant les 30 piteuses qu'on suivit entre les années 70 et 2000, on a plutôt un plateau parce que les pays actuellement développés avaient construit la majeure partie de leur infrastructure. Et puis au début des années 2000, on voit qu'on a à nouveau une augmentation très très forte qui, elle, est tirée par la Chine. Et alors, bon, ces matières premières, on n'en parle pas beaucoup, finalement. Bon, le cuivre peut-être un peu plus, mais le ciment, l'acier, on n'en parle pas trop. Alors que c'est ces matières, clairement, qui augmentent, enfin, qui portent qui en masse sont les plus importantes. Un exemple ici, la masse de toute l'infrastructure qui nous entoure, y compris les buildings, est supérieure à la masse des arbres, notamment. Sur Terre, la masse de plastique produit est supérieure à la masse des espèces vivantes. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une source d'impact environnementaux, l'utilisation de ces matières premières structurelles, qui est extrêmement importante. Et à côté de ça, on a ce que je vais appeler les métaux technologiques, qui eux sont fabriqués en quantité, on va dire, de moins de 500 000 tonnes par an au niveau mondial, que l'on trouve dans des technologies différentes, mais notamment dans les technologies d'énergie renouvelable. On a des terres rares, néodyme, dysprosium dans les aimants permanents des éoliennes offshore, gallium, indium, sélénium dans les technologies multicouches photovoltaïques, cobalt, graphite dans certaines batteries lithium-ion. Donc ça c'est un premier secteur, le secteur de l'énergie. Un deuxième secteur, ici plutôt information, télécommunication. Dans les années 80, il fallait une dizaine de métaux pour construire le microprocesseur d'un ordinateur. Actuellement, on a une cinquantaine de métaux, un petit peu plus, donc on couvre quasiment tout le tableau périodique. Et puis il y a une myriade d'autres utilisations. J'en donne un exemple ici, les displays dans les voitures, indium, tous les petits moteurs qui servent à monter, baisser les vitres, activer les sièges, etc. C'est des aimants permanents avec des terres rares aussi. Et si on multiplie évidemment ces quantités utilisées, et bien là, on arrive à des évolutions qui sont très très fortes, même supérieures à celles des métaux de base, de l'ordre de 10% par an, voire plus. Alors bon, c'est cette deuxième catégorie, clairement, notamment de métaux qui a beaucoup de résonance et qui continue à faire les gros titres, notamment des médias, des métaux, des besoins colossaux pour la transition énergétique, etc. Voilà, mais j'insiste sur le fait que les matériaux de base, les matières premières de base sont également extrêmement importantes et actuellement, c'est elles qui portent le principal poids en termes d'émissions de CO2. Production des matières premières, actuellement, environ 35% de la consommation utilisée par l'industrie est utilisée pour fabriquer les matières premières. Donc c'est loin d'être négligeable. Et ça représente environ, au niveau mondial, environ 50% des émissions de CO2 de l'industrie, dans un contexte qui, par ailleurs, je ne vous apprends rien, est assez déprimant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, acidification des océans, etc. Donc tout ça, ça nous renvoie quand même à une vision un peu anxiogène, et ça nous renvoie aux prévisions catastrophiques du Club de Rome. Donc c'est quelque chose qui date maintenant, début des années 70, où, je la fais courte, mais en gros, on a un effondrement de la population, du produit industriel, de l'agriculture, etc., dont le déclencheur est la difficulté croissante à accéder à des ressources fossiles, et notamment des ressources énergétiques. Alors, bon, je vais passer quelques temps à vous donner ma vision, en tous les cas assez personnelle, de la manière dont on peut se projeter dans le futur, sur le long terme. Je peux parler de technologie et de solutions court terme. Cette évolution future, pour discuter du futur des matières premières en particulier, mais également de l'énergie, il y a deux aspects. Il y a d'abord une estimation de la demande future, évidemment, et c'est probablement le plus facile à faire. Et puis après, il va falloir mettre en regard de cette demande les capacités de production, dans le cas des métaux, la production primaire, mais également du recyclage, puisqu'on a cette chance quand même que les métaux peuvent se recycler. Il va falloir prendre en compte les possibilités de substitution pour chaque
pour chaque matière, pour chaque ressource, dans toutes les technologies, par pays, dans un système qui est hautement dynamique, hein, où on a un monde en évolution, en transition, même si ce mot est critiqué, dans un monde mondialisé, donc avec des forts échanges également entre les pays et des forts contrastes entre les pays. Alors c'est pas quelque chose qui est simple à faire, à mon avis on ne peut pas se contenter d'un tableur Excel pour faire ça, parce qu'on a des couplages qui sont forts entre différentes dimensions, qui sont à la fois économiques, sociales, physiques, géologiques, etc. Et c'est ça que j'aimerais essayer d'illustrer dans la suite. Alors concernant la demande, clairement, quand on regarde l'évolution historique des pays actuellement développés, c'est par le scoop, on s'aperçoit que le premier moteur de la consommation, c'est l'augmentation à la fois de la population et du PIB. Donc je montre ici trois exemples, l'évolution de la consommation de cuivre, d'aluminium et d'acier, en kilos par habitant en fonction du PIB par habitant pour des pays actuellement développés. Et on s'aperçoit que les trajectoires d'évolution sont assez similaires. On a une première période en dessous de, on va dire, 10 000 $ de PIB par habitant. Donc c'est des dollars de 1998 par convention. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en dessous de 10 000 $ par habitant, on a une très très forte augmentation de la quantité de métal utilisé par habitant, et puis il y a un moment donné où on atteint un seuil de saturation, et on a un découplage entre l'évolution du PIB par habitant ici et la consommation qui est relativement stable. Donc c'est des choses que l'on voit pour les métaux, mais qu'on voit aussi dans une certaine mesure pour le pétrole, par exemple ici, avec quand même des niveaux de saturation qui peuvent varier selon les pays. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc l'idée, c'est de reconnaître que l'évolution de la consommation suit une courbe logistique, on démarre en exponentiel, on va vers du linéaire, et puis après on atteint un seuil de saturation. Et la raison pour laquelle les choses évoluent comme ça, c'est parce que l'infrastructure, le développement de l'infrastructure dans les différents pays, suit également cette évolution logistique. Vous voyez ici, vous avez le nombre de voitures par habitant. En fonction du PIB par habitant, eh bien, on a un seuil de saturation ici qui est pour environ 0,7-0,8 voitures par habitant. Alors évidemment, là, il y a des différences entre les villes. À Paris, on est à 0,3 voitures par habitant parce que l'urbanisation est forte. En campagne, on est plutôt à 0,8 voitures par habitant, mais quoi qu'il en soit, si on tient compte de ce degré d'urbanisation, etc., eh bien on s'aperçoit qu'on a une évolution qui est similaire historique pour tous les pays. Donc ça, on peut le faire pour les locomotives, pour les bateaux, les avions, le nombre de mètres carrés construits par habitant, le nombre de machines à laver et de brosses à dents. On a toujours des évolutions qui sont assez similaires. Et ça nous arrange bien parce que ça veut dire que cette évolution tendancielle, on va la poursuivre dans le futur en disant les pays en voie de développement risquent de suivre le même chemin, et ça va pouvoir nous aider à avoir une idée de la manière dont l'infrastructure de ces différents pays va se développer au cours du temps pour des évolutions de PIB par habitant qui vont être imposées. Alors, je donne un exemple ici pour la France. Sur ces figures, les symboles bleus, c'est les données historiques observées, et puis les données rouges, c'est le résultat d'un modèle qu'on a produit. Donc, pour des évolutions futures de PIB par habitant qui sont données ici par la courbe rouge, on voit l'évolution du parc automobile. Donc là, il s'agit du nombre d'automobiles, du nombre d'avions, du nombre de locomotives, du nombre de mètres carrés construits par habitant, etc. Une fois qu'on a ça, qu'on a cette infrastructure, on peut calculer l'énergie qu'il faut pour activer l'infrastructure, pour la rendre opérationnelle, en faisant des hypothèses sur l'amélioration de l'efficacité énergétique future. Et ce qu'on obtient, c'est, puisqu'on est quasiment à saturation, finalement une baisse de la quantité d'énergie utilisée par amélioration de la technologie. Mais dans le cas qui nous intéresse pour les matières premières, on peut également calculer la quantité de matière, par type de matière, dont on a besoin pour fabriquer cette infrastructure. Donc là, on démarre dans les années 60, et puis on est ici actuellement, et on poursuit jusqu'en 2060. Donc là, je vous donne l'exemple du cuivre, pour 3 secteurs de consommation. En bleu, c'est le secteur du bâtiment. En rouge, c'est le secteur de l'énergie. En vert, le secteur du transport. Et en gris, c'est tout ce qui est appareil domestique. Et ce qu'on voit, c'est que cette consommation de cuivre, qui actuellement est de l'ordre de 600 000 tonnes par an, en
environ en France, ne devrait pas trop changer dans le cas d'une évolution tendancielle. Cette évolution tendancielle, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, hein, évidemment. Et j'y reviendrai par la suite. Alors, une fois qu'on a la quantité d'énergie utilisée et puis le mix énergétique, on peut faire également on peut calculer la quantité de gaz à effet de serre émise, et puis calculer la contribution française au réchauffement global au niveau mondial. On est à peu près à 0,03 degrés, donc on est sur une trajectoire à 3 degrés, puisqu'on représente à peu près 1% de la population. Alors là où je veux en venir, c'est que cette évolution tendancielle mondiale, alors j'illustre ça à nouveau par le cuivre, elle est très différente si on parle de pays développés ou de pays en voie de développement. Vous voyez que pour les pays développés, donc là, ça c'est les États-Unis, l'Europe, la France, on est sur ce niveau de saturation, et la consommation en cuivre, si on continue dans une évolution tendancielle, devrait peu changer. A l'inverse, bien sûr, dans les pays en voie de développement, et c'est le cas de la Chine, très très forte accélération, le point jaune montre 2020, augmentation de la consommation qui devrait se poursuivre jusqu'en 2030, 2040, avant de descendre et d'atteindre ce niveau de saturation. La Chine, je le répète, aujourd'hui, l'Inde, demain, l'Afrique, on peut faire des évolutions de PIB par habitant données, fixées, et finalement, c'est la somme de toute cette contribution qui nous donne l'image mondiale, et donc si nous, en pays développés, on est sur le niveau de saturation, c'est évidemment pas du tout le cas au niveau mondial, où on anticipe clairement une augmentation de la consommation, alors c'est vrai pour le PIB, mais c'est vrai pour plein de métaux différents, dans le futur. Donc ça, c'est une approche vraiment tendancielle où on ne parle même pas de transition énergétique. Maintenant, si on rajoute cette couche transition énergétique, et notamment des contraintes ici sur la vitesse à laquelle on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la flèche rouge, c'est la trajectoire donnée par la SNBC, et bien évidemment, on va jouer notamment sur les technologies, avec une électrification massive, soit en utilisant des énergies renouvelables, soit en utilisant du nucléaire, mais en tous les cas de l'électricité non carbonée. Et ça, clairement, ça va nous changer nos besoins, notamment en ressources, et ça va avoir un impact sur le coût des matières premières, mais également le coût des technologies. Alors, si on parle d'énergie renouvelable, il y a deux problèmes évidemment pour les énergies renouvelables, l'intermittence que tout le monde connaît bien. Il y a aussi le problème qu'il s'agit d'énergie de flux et pas d'énergie de stock. À l'inverse, par exemple, des hydrocarbures qui ont une densité énergétique très élevée, qu'on peut stocker dans des jerrycans. Ce n'est pas le cas des énergies renouvelables. Et ce caractère dilué de l'énergie implique qu'on doit utiliser de grandes infrastructures pour capter cette énergie et la transformer en une énergie utilisable. Donc, un exemple ici, une éolienne offshore, 6 MW de puissance. Cet engin fait presque 200 mètres de haut, il contient 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent probablement de 3 tonnes avec environ 500 kg de terre rare. Mais restons sur l'acier, 1500 tonnes pour 6 MW de puissance, ça fait 250 tonnes par mégawatt de puissance, ce qui est supérieur, voire largement supérieur au contenu acier de différentes technologies produisant de l'électricité en utilisant soit des combustibles fossiles, soit des combustibles nucléaires. Donc si on remplace pièce par pièce, ce qui ne sera pas le cas, mais si on remplace pièce par pièce des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles ou nucléaires par des éoliennes, clairement on anticipe une surconsommation de métal. Ça c'est en puissance. Si on passe en énergie maintenant, évidemment la différence est encore plus pire. Donc ça je ne vais pas le montrer. Ouais, si. Je peux vous... il faut à peu près 500 éoliennes de ce type-là pour remplacer une centrale de 1300 MW nucléaire. Alors cette observation qu'on fait pour l'acier, on peut la faire pour plein d'autres matières premières. J'illustre ça très rapidement ici. Pour le béton, l'acier, l'aluminium et le cuivre. Dans le champ blanc ici, vous avez
des technologies utilisant des combustibles fossiles et nucléaires, et puis dans le carré vert, différentes technologies renouvelables, hein, éolien, PV, en ferme avec un tracker jusqu'au solaire à concentration. Et bon, dans tous les cas, on voit que clairement l'intensité matière est supérieure, quelquefois pas, c'est pas énorme, dans d'autres cas c'est beaucoup plus important, que pour les technologies utilisant des combustibles fossiles. Voilà, donc si on combine tout ça, pour faire court, le résultat auquel on arrive, c'est que l'intensité matière des technologies de production d'électricité renouvelable, donc en tonnes par mégawattheure, maintenant est 5 à 10 fois supérieure à celle des stations de production d'électricité plus classiques. Voilà. Alors comment ça se traduit ça? Ensuite, une fois qu'on a ces évolutions des quantités par unité d'énergie produite, on peut l'appliquer et faire quelques calculs en utilisant des scénarios qui existent. Je vous donne deux exemples ici. Le scénario RTS qui commence à dater, hein, mais bon, je l'utilise encore parce que il est pas mal fait, il y a pas mal de données technologiques dessus, qui a été publié par l'IEA en 2017. RTS, c'est pour Reference Technology. Et le scénario à côté, B2DS, Beyond 2 Degrees. Donc dans le premier cas, on a une augmentation de la production d'électricité qui est compatible avec une augmentation de la population et probablement du PIB par habitant. Mais on a également un changement dans la composition de ce mix énergétique avec une incorporation d'environ 30% de renouvelables en 2060, qui est en accord avec les accords de Paris. Dans le deuxième cas, par contre, c'est un scénario beaucoup plus ambitieux, notamment en termes de renouvelables, hein, puisqu'on attend environ 75% de renouvelables aux dépens des énergies fossiles. Bon, je donne ici les quantités cumulées de cuivre, acier et aluminium nécessaires dans les deux scénarios. Alors attention, les échelles sont différentes, hein, ici, c'est pour ça que les trois courbes sont proches, mais bon, vous avez compris. L'idée générale, c'est qu'on a besoin de 2 fois plus de métaux, le second scénario par rapport au premier scénario. Évidemment, la production d'électricité, c'est qu'une partie de la chaîne de l'énergie, donc il faut faut partir vraiment de la production primaire d'énergie. Alors ça va comprendre les plateformes pétrolières, les tankers, les pipelines, etc. Toute cette infrastructure, la transformation en une énergie utilisable, donc les raffineries de pétrole, les stations de production d'électricité, jusqu'aux utilisations finales. Et donc, dans ce genre de modèle, on a une centaine de technologies à peu près. Et quand on touche à une partie de la chaîne de l'énergie, c'est toute la chaîne, tout le reste de la chaîne qui est également impacté. Donc voilà. Donc c'est des calculs comptables, mais quand même qui vont un petit peu dans le détail. Donc je donne un autre exemple ici, le cas du transport routier. On parle beaucoup des batteries lithium-ion. À nouveau, pour les deux scénarios que j'ai montrés précédemment, dans le premier, on a une pénétration des véhicules électriques relativement faible, ici en grise. Dans le deuxième scénario, par contre, on a une pénétration beaucoup plus forte. Et puis, j'ai calculé ici la quantité de cobalt qu'il faut en utilisant des batteries classiques actuelles, des NMC, donc on varie de 20 à 80. Et puis, je ne sais plus, j'ai dû prendre 50 kWh, quelque chose comme ça. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que la quantité de cobalt, si on reste sur les mêmes technologies, ce qui n'arrivera pas, mais si on reste sur les mêmes technologies, la quantité de cobalt dans le deuxième scénario est bien supérieure à la quantité de cobalt dans le premier scénario, tellement élevée qu'elle dépasse les réserves de cobalt connues, répertoriées par l'USGS en 2020. Alors ces réserves elles-mêmes vont changer, il faut faire attention, mais bon, ça nous donne une idée quand même, un ordre de grandeur. Ça, c'est le type de calcul qui est fait, que vous allez trouver dans plein de bouquins, dans les rapports de l'IEA, etc. Après, on peut se poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment un calcul suffisant? À mon avis, non, parce que le cycle des matières premières et toute notre affaire, là, c'est vraiment un problème de stock et de flux. Les calculs sont faits, comme je l'ai fait précédemment, en regardant uniquement l'infrastructure. C'est-à-dire on a un stock de matières premières dans une infrastructure qui est en train de se développer. Cette infrastructure, il faut la construire. Au début, on ne va pas remplacer une centrale thermique par un parc d'éoliennes. Ces
les éoliennes vont venir en addition d'une infrastructure déjà existante. Donc on ne va pas pouvoir s'appuyer sur le recyclage pour abonder en termes de quantité cette construction d'éoliennes. On sera obligé d'aller chercher, puisqu'on est en croissance, d'aller chercher nos matières premières pour construire cette infrastructure dans le sol. C'est une production primaire. Cette infrastructure elle-même a une durée de vie limitée, hein, si on parle des éoliennes ou des panneaux solaires, on va dire une vingtaine d'années, qui est inférieure à la durée envisagée de la transition. Ça veut dire qu'avant d'arriver en 2050 ou 2060, où on aura effectué nos transitions, il va falloir changer la première génération, au moins, d'éoliennes, de panneaux solaires qu'on a construits. Alors quand cette infrastructure arrive en fin de vie, elle nourrit un stock de produits en fin de vie ou qui peut être utilisé comme source de métaux, notamment pour le recyclage qu'on réinjecte dans l'infrastructure. Mais le recyclage n'est jamais à 100%. Donc ça veut dire qu'on a une perte à chaque boucle de recyclage. Donc dans notre cas, tous les 20 ans, on va perdre, on va dire, pour le cuivre, je dis n'importe quoi, pas tout à fait, 40% du cuivre. Et pour maintenir notre infrastructure, ces 40%, il va falloir les compenser par une nouvelle arrivée de primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce graphique nous montre deux choses. Il nous montre que l'intégrale de la production primaire, ici, est toujours supérieure au stock qu'on a dans l'infrastructure, à cause de cette perte. Et ça, c'est important, parce que les taux de recyclage sont loin d'être égaux à 100%. Alors, ils sont assez élevés ou raisonnablement élevés dans les pays développés, ce n'est pas le cas forcément dans les pays en voie de développement. La deuxième chose qu'on voit immédiatement ici, c'est qu'on ne peut recycler ici que ce qu'on avait dans l'infrastructure 20 ans avant. Hein, 20 ans, ça correspond à la durée de vie. Donc si on est en très très forte croissance, obligatoirement, le potentiel de recyclage est faible, puisque 20 ans avant, il y avait beaucoup moins d'infrastructures. Alors, j'illustre ça avec le même calcul qui est fait ici pour le cobalt. Ça, c'est l'image que je vous ai montrée précédemment. Ça, c'est l'image maintenant en prenant en compte tout ce cycle, et notamment une perte de recyclage, en faisant une hypothèse, je ne sais pas si elle est réaliste ou pas, pour être vraiment franc, mais d'un taux de recyclage de 50% en 2050 du cobalt. D'ici là, les batteries auront changé de toute façon, donc c'est pas très important. Mais ce que j'aimerais montrer ici, c'est la logique qu'il y a derrière. Si on ne regarde que l'infrastructure et les matières impliquées dans l'infrastructure, on oublie beaucoup de choses, et ça peut être très important en bilan final. Voilà, donc les technologies vont changer, hein, je le disais, mais les réserves elles-mêmes vont changer aussi. Hein. Donc cette ligne horizontale, que j'ai représentée horizontale, elle ne va pas être horizontale, et c'est ce dont je vais parler par la suite. La deuxième chose dont je parlais, hein, c'est qu'on ne recycle que ce qu'on a, et là j'illustre ça avec le cas de l'acier en Chine et en Europe. Donc sur cette figure qui semble compliquée, mais en fait qui est très simple, ce que vous avez en gris ici et ici, c'est les données historiques de la consommation d'acier en Chine et en Europe. En noir, vous avez le résultat de nos modèles. Donc c'est la production totale d'acier qui est calculée, avec une partie qui est de l'acier primaire, ici en rouge, et une partie d'acier recyclé, ici en vert. Dans le cas de l'Europe, il y a 50 ans, qui est la durée de vie moyenne de l'acier dans les biens de consommation, on était déjà quasiment à saturation. Hein. Donc on avait déjà une infrastructure qui existait, qu'on peut recycler 50 ans après. Dans le cas de la Chine, ce n'est pas du tout le cas. Donc la Chine n'a pas de potentiel de recyclage, parce qu'il y a 50 ans, son infrastructure était beaucoup plus faible que l'infrastructure actuelle, et donc elle ne peut s'appuyer que sur du primaire, si elle n'utilise pas, bien sûr, d'acier importé sous forme de biens de consommation en fin de vie. Enfin, vous voyez bien la différence. Donc les enjeux pour la production primaire et pour le recyclage sont vraiment différents dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, on est à saturation, et en plus, on a un trésor de guerre, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Une fois qu'on a ça, la question qui se pose, c'est quelles sont les capacités de production, hein, les disponibilités à la fois d'énergie, mais aussi de matières premières. Ce qui revient à poser la question, quelle est la disponibilité, mais à quel prix? On est obligé d'avoir cette notion de prix en tête. Alors, dans le cas je reprends le cas du cuivre aussi, hein, je vous ai déjà montré cette image où on a une augmentation de la consommation de 25 millions de tonnes de cuivre par an actuellement à entre 70 et 100 millions de tonnes à la fin du siècle. Donc ça, c'est un flux, hein, c'est des consommations en millions de tonnes par an. Si on intègre, donc on regarde les quantités cumulées, on a cette image-là.
Donc si je regarde depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, et même je dirais depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la quantité totale de cuivre produit, c'est environ 800 millions de tonnes.